processus électoral en République démocratique du Congo, l'Allemagne soutient Denis Kadima ainsi que l'ensemble de son bureau qui est en place pour mener à bon port la République démocratique du Congo. Telle est la première thématique que nous allons aborder, mais aussi les défis qu'a la République à relever. J'en parle ce soir. Bonsoir et bienvenue. Michel Michaud, analyste socio-économique, est notre invité avec qui nous allons nous entretenir pendant 50 minutes. Bonsoir Michel Michaud. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien. Analyste socio-économique. Pourquoi analyste socio-économique? Oui, analyste socio-économique, c'est parce que d'abord, il s'agit là de mon domaine d'études et d'expertise. Analyste économique parce que aujourd'hui beaucoup d'analyses qui se font sont beaucoup plus orientées sur le plan politique, cependant que la politique ne peut exister que lorsque l'économie est forte. Alors c'est pour cela que nous avons préféré orienter nos analyses dans le sens à relever le défi qui sont beaucoup plus économiques et que c'est l'économie qui a des retombées sur les autres domaine de la vie sociale. Donc voilà. Et parlant de l'économie, peut-on dire que la santé économique de la République est-elle bonne? Pas totalement. On ne peut pas dire à ce jour que la santé économique de la RDC est bonne. Mais néanmoins, nous pouvons saluer les efforts qui sont en train d'être fournis par les autorités légitimement établies. Et cela prouve à suffisance la volonté qu'il y a à améliorer les choses et à faire en sorte que l'on quitte du point A vers le point B. Et c'est cela. Mais néanmoins, le reste, il y a beaucoup qui doit encore être fait. Notre économie ne semble pas être, mais elle est dans un vase clos. La République ne sait pas vraiment relever la tête. S'il fallait être un peu pédagogue, quels seraient les secteurs pilotes que la République devrait booster afin d'amener cette économie à un niveau qui va défier aussi le monde et donner à la République une santé qui sera très très bonne? Oui, d'entrée du jeu, d'abord parce qu'il s'agit là de donner mon point de vue personnel par rapport à la situation économique. Vous savez, on ne peut pas prétendre donner une certaine perspective lorsque d'abord, au départ, on n'a pas fait un diagnostic, une évaluation au préalable. À ce jour, l'économie congolaise est caractérisée par un PIB par habitant vraiment trop bas, qui ne permet pas à ce que la population se retrouve là-dessus. Vous avez une économie caractérisée par des exportations pratiquement inexistantes. Pourquoi? Parce qu'on ne produit pas. On ne produit pas et le peu d'exportation qu'on peut avoir, c'est dans le secteur minier. Alors, cependant, vous avez une population estimée à près de 80 millions d'habitants. Et cette population qui, en réalité, s'attend à ce que l'économie devienne forte pour qu'elle se retrouve. Mais comment la population à 80 millions d'habitants peut se retrouver dans une économie où le PIB d'habitants est trop faible? C'est impossible. Alors ça c'est en quelque sorte un diagnostic. En termes alors de perspective, s'il faut le dire ainsi, aujourd'hui, la piste, c'est la diversification de l'économie. C'est la diversification de l'économie. Faire en sorte que les exportations qui sont beaucoup plus dans le secteur minier puissent ne plus se faire seulement dans ce secteur-là, mais que plutôt les exportations s'étendent sur les autres domaines. Par exemple, dans l'agriculture, parce que nous avons une population dont la grande partie vit dans le milieu rural. Et dans le milieu rural, l'activité principale, c'est l'agriculture. Et en ce moment-là, vous ne pouvez pas attendre à ce que le revenu qu'apportent les exportations puisse satisfaire cette grande partie de la population. C'est impossible. Alors c'est pour cela, moi je pense, selon mon point de vue personnel, qu'il s'agit que l'État doit penser à diversifier l'économie. Pourquoi pas
penser à investir dans l'agriculture, penser à investir dans les autres domaines porteurs de la croissance et les autres domaines qui englobent une majorité de la population, que rester dans un seul secteur qui aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à travers le pays, nous savons que nous sommes menacés, nous sommes victimes de certaines attaques à cause simplement de toutes ces richesses minières que nous détenons. Donc voilà, s'il faut aujourd'hui relancer l'économie, je pense que la politique de relance doit être celle partant de la diversification de l'économie, ce qui aura de l'impact positif sur la balance commerciale, et cela permettra à ce que le PIB par habitant puisse au moins connaître une ascendance et nous vivrons l'impact sur la vie sociale. Diversification de l'économie, c'est le point qui m'intéresse. Depuis la Première République, on a comme l'impression que notre économie, vous l'avez dit en passant, elle est focalisée dans des mines. Et quelqu'un m'a dit qu'il est fort possible que les sous-sols de la République démocratique du Congo sèchent. Mais si jamais les minerais séchaient, donc il est important ici de voir l'aspect de l'agriculture. Mais Michel Michauman, l'agriculture peut nous prendre combien de temps pour que nous puissions nous stabiliser tant soit peu? Voilà. En termes de réponse à cette question, ça, c'est une question très importante. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une économie, certainement, concentrée sur les ressources minières. Et je propose ici la diversification. Dans l'agriculture, par exemple, c'est vrai que ça peut prendre du temps. Mais il y a, parce que lorsqu'on veut résoudre un problème, il faut toujours concevoir, mettre en place un projet. Tout problème résolu sans pour autant passer par un projet, cette solution-là ne sera pas durable. Alors il faudra un projet qui soit évalué au préalable et jugé rentable pour le bien-être de la population congolaise. Ainsi, dans le cadre des projets, parce que c'est une matière dans laquelle j'ai également une spécialisation, il y a des projets qui peuvent s'exécuter à long terme, en termes du temps. Il y a des projets qui peuvent s'exécuter dans le court terme. Je prends les cas. Dans l'agriculture, on n'a pas de produits agricoles dont la récolte ne peut se faire qu'après 2 années. Il y a aussi de ces produits dont la récolte peut se faire dans le court terme. Vous prenez ici à Kinshasa, il y a la consommation, nous consommons beaucoup plus les produits, les produits qu'on appelle les produits maraîchers. Tous ces produits-là nécessitent un accompagnement de la part de l'État. J'avais aimé dernièrement avec la décision qu'avait prise le président de la République en créant le FOGEC, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat pour l'entrepreneuriat en RDC au Congo. On devrait orienter les actions de cette structure dans le cadre d'accompagnement des initiatives des entrepreneurs privés congolais et surtout dans les domaines qui englobent une majorité de la population. Et c'était le cas de Maman Maraîchère par exemple. Elle devrait être accompagnée par le fonds de garantie de l'entrepreneuriat, de sorte que cela ait de l'impact dans le court terme. Et cela, c'est possible, sans que nous attendions à ce que les investisseurs colossaux viennent de l'extérieur. Donc cela est possible, mais c'est ce qui, jusque-là, n'avait pas encore été fait. L'initiative était bonne, et là, c'est une idée vraiment à louer, mais la pratique de cette idée-là pose problème, parce que dès la création, il s'est posé un problème de financement. La structure a été créée avec un financement au départ de 500 millions. Mais que valent 500 millions par rapport aux défis à relever dans le secteur de l'agriculture, par exemple, vous voyez? Donc ça, c'est une contrainte déjà qui se présente, qui, au plus vite possible, doit être résolue. D'autant plus que notre économie elle est extravertie, c'est-à-dire que nous allons ici subir hic et nunc la loi du plus fort. Oui, c'est évident. C'est évident. C'est par exemple le cas qu'on a connu dernièrement avec les surgelés. Les variations, de surgelés, mais aussi les variations du taux d'échange, du fait que nous dépendons de l'extérieur. Ça c'est normal. On ne peut pas continuer à admettre cela et ce sont
c'est pour cela qu'il y a certaines initiatives qui sont en train d'être prises pour mettre fin à cela. Par exemple, dernièrement, c'est vrai, le surgelé, le surgelé entre dans le cadre de décisions à court terme. Dans le cadre de décisions à court terme, pourquoi? Parce qu'il avait fallu gérer un pays, un État, c'est comme une famille. C'est vrai qu'il y a un papa qui sort le matin, qui doit trouver de l'argent pour la scolarisation de ses enfants, mais ces enfants-là qu'on doit scolariser pour préparer leur avenir doivent manger. Et le manger, il ne s'agit pas d'un projet à long terme, il s'agit du quotidien. Voilà pourquoi la décision prise pour les surgelés, ça, c'était une décision à court terme qui devrait satisfaire le besoin présent. Mais en attendant, il y a un projet à long terme. Par exemple, on a vu incessamment de bateaux qui sont sur la décision du président de la République, le bateau qui devrait venir dans les cadres des investissements pour mettre au profit nos différentes potentialités en termes de lacs fortement poissonnés, etc. Donc, vous voyez, donc, il y a en quelque sorte une synergie, d'une part, entre les décisions à court terme qui doivent être prises dans le sens à satisfaire le besoin présent, mais il y a également les décisions dans les cadres de long terme pour des solutions durables. Vous voyez? Donc, c'est cela. Quelqu'un a dit que les institutions restent, mais les gens passent. S'il faut faire une étude approfondie, partant de la Première République jusqu'à la 5e, avec des nouveaux acteurs qui sont maintenant au pouvoir, peut-on dire, ou bien quand vous lisez dans leur cahier des charges, vous sentez vraiment qu'il y a un souci de faire mieux et d'apporter des solutions dans des domaines pilotes qui doivent aider la population à se retrouver tant soit peu, passez-moi la tautologie. Oui, je répondrai par l'affirmatif. Pourquoi? Parce que il y a un auteur qui dit le bien faire commence par la volonté. Le bien faire commence par la volonté. Ça veut dire, lorsque j'envisage à faire quelque chose de bien, c'est d'abord la volonté que je manifeste qui traduit cela. L'acte suit, mais l'acte ne peut être posé que lorsque, au départ, il y a eu d'abord la volonté. Et cette volonté est manifeste, certainement dans le chef des autorités actuelles, et on le vit. Les soucis qu'a le président de la République, les soucis qu'a le Premier ministre, ça sévit au quotidien. Certainement, il y a une brèche, une parenthèse que je devrais ouvrir bien avant. Allez-y. Vous savez, la résolution d'un problème dépend également de la manière dont ces problèmes avaient été créés. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, nous voulons trouver une solution aux problèmes que traverse la RDC sur plusieurs domaines, mais nous oublions comment et quand datent ces problèmes, comment est-ce que ces problèmes ont surgi. Vous êtes sans ignorer au moins ce qui s'est passé avec la gouvernance sous le président Mobutu, également avec ce qui s'est passé avec Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. On a vécu tout ce qui s'est passé, nous savons comment est-ce que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Et combien de temps cela a pris pour que l'économie se détériore? Donc la gestion de la République n'a pas été bonne, c'est ce que vous semblez dire par rapport... Voilà, exactement, c'est au prédécesseur de Tshisekedi. C'est de ça qu'il s'agit. Si tous les indicateurs aujourd'hui sont en rouge, ce n'est pas parce que aujourd'hui il y a un mal qui s'est fait hier ou avant-hier. Non, je ne pense pas. Mais ce mal-là provient de années antérieures et ce sont des années lointaines. Mais la résolution de ces problèmes, c'est là où le bas blesse, parce que les gens ne regardent pas par le passé. Les gens voudraient avoir des solutions au temps présent, parce que la vie, elle se conjugue au présent. Exactement, la vie se conjugue au présent. Mais je venais de le dire tantôt que résoudre un problème nécessite la conception d'un projet. Et le projet a quelques caractéristiques, et parmi les caractéristiques essentielles d'un projet, il y a l'aspect futuriste du projet, mais aussi l'aspect temporel. Vous voyez? Ça veut dire que lorsque
je vais résoudre un problème et que je mets en place un projet, je ne dois pas m'attendre à une solution immédiate. Mais plutôt, je dois m'attendre à une solution future, mais qui soit durable. Ça veut dire une fois la solution est en place, cette solution ne sera pas regrettée par qui que ce soit, mais plutôt, ça sera une solution qui satisferait tout le monde. Vous voyez? Donc, ça c'est un fait. Et ça, c'est ça. Moi, lorsque je me mets à réfléchir, parce que des fois, je me mets à réfléchir à haute voix, je me dis, certainement, cette population vit la misère. Nous vivons la misère. Nous, Congolais, nous vivons aujourd'hui la misère. Mais cette misère que nous vivons aujourd'hui, c'est une plaie qui date de longtemps. Et s'il faut que la plaie sèche aujourd'hui, certainement, il faut accepter la douleur qu'apportera le médecin qui vient pour nous soigner. Vous voyez? Donc, la plaie doit subir ce que le médecin demande, ou soit ce que le médecin fait. Et cela apportera la douleur. Et ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est cela. C'est cela qui est en train de se faire aujourd'hui. Donc, il y a quoi espérer? Il y a vraiment quoi espérer. Il y a vraiment quoi espérer parce que, néanmoins, la volonté est là. La volonté, dès lors qu'il y a la volonté, le reste c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un adage d'ailleurs en français qui dit lorsque on veut, on peut. Lorsqu'on veut, on peut. Je l'avais dit au sommaire de cet entretien que l'ambassadeur allemand était reçu en audience par Denis Kadima. C'est lui, le nouveau patron de la centrale électorale qui a remplacé Corneille Nangaa. Nous sommes en train de voir comment l'Allemagne a apporté son soutien et apporte son soutien pour que je sois un peu concret. Et c'est vrai, cette façon n'est pas une façon qui est voulue ou partagée par les lamoukistes qui, d'après eux, la CENI est instrumentalisée. Kadima se reproche du pouvoir en place. Apparemment, le refus des acteurs ou des animateurs de la centrale électorale, c'est un problème qui date. Et s'il fallait revoir ou si c'était à refaire, qu'est-ce que vous pouvez dire pour que la République se passe des dossiers aussi d'une façon simpliste? Oui, certainement. Vous savez, nous sommes humains et nous vivons dans une société humaine. Il n'y a aucune proposition de l'homme qui soit acceptée avec unanimité. Ça veut dire qu'il n'y a aucune idée émise par qui que ce soit qui soit applaudie par les 100% de personnes. Non. Même Jésus n'a pas été accepté par tout le monde, bien qu'étant envoyé de Dieu. Cela veut dire que par moment, il faut comprendre, nous sommes en démocratie et la démocratie a ses principes. Le principe démocratique, c'est la voix de la majorité, mais aussi le respect de la minorité. Lorsque la question de la CENI avait été, selon la loi, avait été débattue par les confessions religieuses. Ce qui s'est passé, vous et moi, nous savons tous, est que lorsque la majorité s'est mise d'accord et ils ont trouvé compromis sur un candidat, je ne pense pas que cela doit poser les problèmes. Et c'est normal qu'il y ait certainement des voix qui s'élèvent de gauche à droite, qui remettent en cause cette candidature, cette indépendance. Mais ça ne fragilise pas déjà le processus qui est en marche? Mais comment le processus peut être fragilisé pendant que ce processus revient dans le cadre du respect de la Constitution? Parce que la Constitution, c'est ça qui est le socle, qui est la base. Lorsque la Constitution est respectée, je ne vois pas en quoi cela peut fragiliser le processus. Lorsque cela est également accepté par la majorité, je ne vois pas en quoi est-ce que cela peut fragiliser. Ça fragilise lorsque il s'agit d'une clameur, n'est-ce pas, de la population de manière généralisée à travers le pays. Mais cela n'est pas le cas aujourd'hui. Cela n'est pas le cas parce que ce peuple-là veut aller certainement vers les élections. Et ces élections qui soient le plus crédibles, le plus transparentes et le plus apaisées possible. Et c'est cela. Et je ne crois pas qu'à ce jour, que l'on
reviennent encore dans le débat sur la présidence. En fait, pour moi, je pense que c'est un débat clos, oui. Parce que le bureau est en place et nous voyons déjà avec, sur l'appel que le président de la République avait lancé à travers la communauté, auprès de la communauté internationale pour cet accompagnement. Le premier intervenant, c'est l'Allemagne, vous venez de le dire. L'Allemagne qui vient d'apporter son soutien. Cela prouve à suffisance qu'il n'est plus temps de tergiverser, mais plutôt il est temps de passer à la prochaine étape. Ici, je voudrais susciter votre indépendance d'esprit. On entend dire que la Constitution est violée depuis un certain moment, depuis que ce régime est en place. C'est un avis dont vous partagez ou bien vous inscrivez en faux? Bon, vous savez, je ne suis pas constitutionnaliste, ça je dois le reconnaître. Ben, vous êtes scientifique. Je suis scientifique. Vous suivez de près les questions aussi brillantes et de l'heure. Voilà, exactement, j'allais en venir. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais je suis scientifique. J'ai un point de vue à émettre, comme scientifique certainement. Violer la Constitution, je ne pense pas que c'est à moi, à qui que ce soit, de juger. La Constitution seule tranche comment est-ce qu'elle peut être violée et qui peut faire les constats de la violation de la Constitution. Vous voyez? Il y a des juridictions qui sont compétentes en cette matière-là. Il s'agit principalement bien de la Cour constitutionnelle qui est mieux placée pour juger si la Constitution avait été violée ou pas. Mais je n'ai pas encore suivi jusque-là un arrêt de la Cour qui dit que la Constitution avait été violée par le président de la République ou qui que ce soit parmi les autorités établies. Je ne pense pas. Vous parlez bien, je vais vous relancer. Nous sommes suivis partout dans le monde. Il y a Papa Eddy qui nous suit à partir de l'ICACI. Il dit, félicitations d'avoir choisi des Congolais qui sont calmes sur le plateau des télévisions. C'est Papa Eddy à l'ICACI. Merci Papa Eddy. Merci beaucoup. Nous sommes suivis. Les gens sont tentés de nous écrire partout dans le monde. On prend ici, dit bonsoir, Messieurs Moulumba. J'adore RDC pour le match d'aujourd'hui. Et puis, je suis votre chaîne, alors Léopard. Il est et écoutez, nous on n'est pas on va vous répondre. Il y a des spécialistes à maison qui s'occupent des aspects sportifs. Vous aurez la réponse à votre question à 19h pile dans notre édition des journaux qui pointent à l'horizon. Merci de nous suivre partout dans le monde. Je reviens à vous. Vous disiez que vous n'êtes pas constitutionnaliste, mais dans votre casquette de scientifique, vous dites que la Constitution jusqu'ici n'a pas été violée. Aussi longtemps qu'il n'y a aucun arrêt de la Cour qui constate la violation de la Constitution, je ne peux pas, moi, sur un plateau de télévision, affirmer une quelconque violation. Je ne pense pas. Donc, je crois que ça, c'est une matière réservée principalement à la Cour constitutionnelle qui, souvent, se proclame à travers ses différents arrêts. Et aussi longtemps qu'il n'y a aucun arrêt qui constate cela, je ne crois pas que c'est important pour moi ici de dire que la Constitution avait été violée. C'est vrai, il y a, depuis un temps, il s'observe plusieurs reproches de part et d'autre. Mais vous savez, j'ai souvent une analyse qui m'est personnelle. C'est quelle analyse? Nous sommes, c'est vrai, en démocratie. Mais cette démocratie, elle est jeune et on ne peut pas aujourd'hui la comparer à celle vécue aux États-Unis, par exemple, à celle vécue en France. Parce que vous allez vous rappeler avec moi que la Révolution française ne date pas d'aujourd'hui. Pour que la France arrive là où elle est aujourd'hui... Avec Bonaparte, Napoléon. Voilà, ça date de très longtemps. Pour que la France arrive là où elle est aujourd'hui, il a fallu beaucoup d'années. Alors, toutes ces années-là ont permis à ce que cette démocratie se consolide davantage. Alors, aujourd'hui, c'est vrai... On peut reprocher les autorités de tous les mots, c'est vrai, mais on oublie que nous sommes une jeune démocratie qui a besoin du temps pour devenir ce que peut-être tout le monde voudrait qu'elle soit. Non, mais Michel, je suis désolé de vous interrompre. On dit souvent que le ventre affamé n'a point d'oreille. Et quoi de plus normal que les Congolais qui n'en mangent pas 3 jours comme l'auraient souhaité, les gens qui s'occupent de la bouffe puissent mettre la pression à ceux qui nous dirigent. Vous savez, il y a quelque chose de très important, de très important qu'on doit vraiment maîtriser, c'est le fait que
des fois, nous sommes dans une famille, nous sommes tous, vous avez une famille, moi également j'ai une famille. Lorsqu'on était encore petit, des fois il arrivait que je reviens de l'école, je trouve que la maman n'a pas encore préparé. C'est vrai que je manifestais un certain... On n'était pas content mécontentement, des parents, oui. Mais ce n'est pas parce que je suis mécontent que maman prendra la nourriture qui n'est pas encore prête à être servie, mais la donne. Non. Vous voyez? Ça veut dire que le mécontentement de la population est normal par rapport à ce qu'on est en train de vivre. C'est que les quotidiens, en fait, ne satisfait pas les Congolais. C'est un état des choses dans lesquelles nous vivons déjà. Mais ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui nous devons accepter à ce que nous ne puissions pas donner la chance à cette jeune démocratie juste parce que nous sommes impatients. Non, ce n'est pas ça. La patience doit demeurer parce que si la patience s'interrompt, rassurez-vous que tout va s'interrompre également. Mais quand nous regardons la jeunesse de près, c'est vrai, vous faites exception. La jeunesse est en train de chanter Nini Tosalité. Et pour autant dire que c'est vrai, les républiques se sont succédées, mais le changement tant voulu, tant souhaité n'est pas toujours à son comble. Et vous, à vous entendre dire, vous prêchez à la patience, vous voulez qu'on ne puisse pas être comparé à la France, aux États-Unis d'Amérique, mais Nini Tosalité ne converge pas à votre allocution. Vous savez, il s'agit là d'une question d'actualité, certainement par rapport à cette chanson. C'est une chanson très très louable. Je loue le courage du chanteur. Par rapport à tout ce qu'il a pu dire, raconter dans la chanson. Certainement, il a pu dire tout haut ce que les autres n'arrivent pas à dire. Vous voyez? Ça, c'est évident. Mais seulement, il y a une chose. Lorsque quelqu'un dit Nini Tosalité, ça veut dire, selon mon entendement, ça veut dire que j'ai déjà tout fait. Vous voyez? J'ai déjà tout fait, mais je n'ai pas pu atteindre mon objectif. Cependant, veuillez procéder par une enquête sur 10 gènes, n'est-ce pas? Sur 10 gènes, prenons juste ces petits échantillons de 10 gènes, posez la question, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour mériter une vie meilleure et vous ne l'avez pas eu? Vous voyez? Vous allez vous rendre compte que peut-être les efforts à fournir, ça veut dire bien étudier. Bien étudier ne signifie pas étudier dans des bonnes écoles. Moi, personnellement, je n'ai pas fait de très bonnes écoles. Moi, je ne suis pas natif, certes, d'abord de Kinshasa. Je viens de l'intérieur du pays. Et ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas ce que beaucoup vivent. Vous voyez? Ce n'est pas parce que j'ai fait de bonnes écoles, mais parce que j'ai été responsable, j'ai été conscient de mon avenir et je l'ai défini selon ce que moi je voulais devenir et ce que je suis en train de vivre. Cela ne signifie pas que j'ai fait de bonnes écoles, soit j'ai rencontré des opportunités le plus meilleures par rapport aux autres. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors c'est pour cela que lorsqu'on dit Nini Tosalité, mais on doit aussi s'interroger sur Nini Tosalité, pour que nous méritions ce que nous voulons vraiment être. Vous voyez? Je prends les cas dans nos universités aujourd'hui. Je rappelle en passant que vous êtes assistant à l'UPN. Exactement, je suis assistant à l'Université pédagogique nationale, principalement à la faculté des sciences économiques et de gestion. Je tiens en passant à saluer tous mes collègues et mes aînés scientifiques. Mais je voudrais ici... épingler un cas pratique, c'est dans nos universités aujourd'hui. Nul n'ignore ces phénomènes de corruption dans les universités. Vous voyez un étudiant qui ne participe presque pas au cours. Il vient soit que pendant que le professeur a déjà commencé son cours, soit que pendant que le prof... il n'a jamais peut-être participé à l'introduction du cours. Les jours de l'examen, cet étudiant-là est en retard. Ou soit,
il ne vient même pas. Il est là, il est sur les campus, mais quelque part en train de prendre sa bière. Mais après, à un moment donné, il va auprès des assistants, auprès de ceci, de cela, pour qu'on lui donne des points. Et lorsque cet étudiant a réussi, après, on va lui chanter à Longuinaé. Après, demain, ça sera le marché du travail. Et une fois sur le marché du travail, c'est ce jeune-là qui commencera à chanter Ninito Salité. Vous voyez? En réalité, c'est question de responsabilité. Moi, ce que je peux lancer comme appel auprès de la jeunesse, c'est une prise de conscience par rapport à l'avenir. L'avenir se prépare aujourd'hui et aujourd'hui, c'est sa conscience, c'est sa propre conscience. Ok, très bien, c'était une parenthèse ouverte que nous fermons vite fait. Quand vous regardez déjà 2023 avec les processus électoraux déjà en place avec le patron de la centrale électorale, Denis Kadima, vous vous dites que tout sera mis en place, la batterie est mise en place pour que la RDC puisse connaître un atterrissage en douceur. Oui, moi je reste optimiste. Je reste optimiste par rapport à l'organisation, à l'aboutissement apaisé du processus électoral en 2023. Vous et moi, nous n'ignorons pas certainement les compétences reconnues sur le plan professionnel du président Denis Kadima. C'est un expert électoral de renommée internationale reconnu. Donc, par rapport à ses compétences scientifiques, par rapport à son expérience, par rapport à son professionnalisme, il y a de quoi à croire. Il y a de quoi vraiment à donner de lui accorder toutes les chances possibles pour l'aboutissement apaisé de ces processus électoraux. Et quand vous regardez les acteurs politiques en RDC, ceux qui sont dans la majorité, tout comme dans l'opposition, au regard de ce qu'ils émettent comme réflexion sur beaucoup des plateaux de télévision, vous dites que la République a encore une chance? Oui, aujourd'hui, vous savez, comme je viens de le dire, nous sommes en démocratie et la base de la démocratie, c'est la voix de la majorité, mais également le respect de la minorité. Aujourd'hui, moi je pense que nous sommes sur une bonne voie. Nous sommes sur une bonne voie par rapport à l'instauration de l'état des droits, bien que c'est encore un bébé qui vient de naître. Un bébé qui vient de naître, mais le meilleur arrive. Le meilleur arrive parce que tout chemin de 1000 km commence toujours par un pas. S'il faut arriver à 100, vous ne commencerez pas par 10. Mais vous commencez par 0, 1, et puis vous arrivez à 100. Donc aujourd'hui, il y a de quoi espérer, parce que l'état des droits instauré, ça veut dire il y a aujourd'hui des procès qui ne pouvaient pas se suivre à l'époque, qui ne pouvaient pas se tenir à l'époque. Lorsque vous voyez la condamnation d'un directeur de cabinet, lorsque vous voyez la condamnation d'un ministre en fonction, la condamnation d'un député, il y a de quoi à jeter de fleurs et puis à espérer quoi de positif dans le futur. Il y a aujourd'hui la résurrection, excusez-moi de l'appeler ainsi, la résurrection de l'IGF, qui est presque totalement à terre. Vous voyez? Vraiment, en passant, chapeau bas à l'inspecteur. Mais vous êtes très optimiste. Donc, à vous entendre parler, ce qui est très différent avec beaucoup de jeunes gens. Oui, vous savez, moi j'ai une analyse scientifique. Je reste sur de base scientifique parce que je vous ai dit que j'ai une spécialisation en projet. Vous parlez en peau d'enseignant, voilà pourquoi vous êtes très optimiste. Apparemment, c'est comme si vous bercez les politiques. Quand vous parlez, il y a trop de retenue dans ce que vous dites. On comprend, c'est parce que vous êtes enseignant. Ce n'est pas parce que je suis simplement enseignant, mais parce que je suis scientifique. Et en tant que scientifique et spécialiste en matière de projet, je ne vois pas une solution, n'importe laquelle, qui soit possible aujourd'hui pour solutionner les problèmes des Congolais aujourd'hui.
Sinon, ça sera de la simple de démagogie. Alors, c'est ce que nous ne voulons pas, mais plutôt, je me dis, là, le pays est inscrit sur une bonne voie, et cette bonne voie, nécessairement, il faut du temps. Il y a aujourd'hui les réserves de change qui augmentent. C'est vrai, quelqu'un me dira que cela n'a pas de l'impact sur le plan social, mais je vous assure que l'impact social ne vient pas à l'immédiat que la décision soit que l'augmentation des réserves sont observées. Vous voyez, ces réserves sont observées, mais l'impact ne peut pas surgir du coup. Ce n'est pas du tic au tac. Vous voyez, c'est cette analyse-là qui, pour moi, lorsque je rentre à moi-même en tant que scientifique, je me dis, je reste optimiste parce qu'il y a des indicateurs qui jusque-là montrent que le pays est sur la bonne voie par rapport à tout ce qui est en train de se faire. Ne pas les reconnaître, c'est de l'ingratitude. Oui, une petite déduction de ce que vous avez dit par rapport à l'appareil judiciaire. Vous dites qu'il y a un élan qui est en train d'être vécu en RDC depuis un certain moment. Mais le procès de Matata Ponyo est qualifié par le parterre des avocats qui l'accompagnent d'un simulacre des procès au regard de la procédure qui, d'après certains juristes proches de Matata Ponyo, disent que la procédure n'a pas été respecté. Cet appareil judiciaire est-il indépendant? N'étant pas juriste par rapport au dossier du Premier ministre honoraire, Augustin Matata, je ne peux pas affirmer les propos de ses avocats. Vous savez, je sais au moins ce qui se passe lorsque vous êtes devant un procès et surtout qu'il y a des camps qui s'affrontent. Je vous assure, chacun essaie de tirer les draps de son côté. Ça, ce qui est vrai. Chacun essaie de tirer les draps de son côté. Et rassurez-vous que aucun avocat de l'ex-premier ministre ne peut passer sur un plateau télévisé dire le mal contre son client. C'est impossible. Alors, néanmoins, je suis croyant de cet état, de ce jeune état des droits. Alors, je me dis, si Matata est innocent, certainement que les juridictions compétentes vont trancher en sa faveur. Je ne vois pas pourquoi alors il y a cette agitation-là. Cependant que les procès en cours, il faut attendre que les procès atteignent sa fin. Nous avons vécu ça avec deux autres procès. Pendant que le procès était en cours, c'était tout le monde qui s'est transformé en juriste et qui pouvait dire n'importe quoi sur les chaînes de télévision. Mais en réalité, en fin de compte, on a vécu le contraire. Donc voilà, moi je pense qu'il faut laisser du temps. Il faut encore du temps à ces procès, que le procès atteigne sa fin et on verra. Le professeur Nyabirungu, qui est l'un des avocats de Matata Ponyo, l'avait démontré noir sur blanc que la Cour était incompétente de tracher un tel cas parce que Matata Ponyo n'est plus Premier ministre. Est-ce la Cour va-t-il faire chapeau? C'est vrai, vous dites que le procès est en cours, il n'est pas intéressant d'apporter un argumentaire, mais en votre qualité de scientifique, n'est-ce pas que les éléments apportés par la partie de Matata Ponyo et nous montrent à suffisance que la Cour n'est pas compétente, même si ce n'est pas notre rôle de le dire. Oui, la Cour compétente ou incompétente, je crois que c'est la partie qui défend. Vous voyez, c'est la partie qui défend, ne peut qu'apporter des arguments de sorte à ce que son client soit remis dans ses droits. Mais seulement, j'ai étudié néanmoins les principales sources du droit. Oui. À part les lois, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Vous voyez, il y a également les écrits des anciens. J'ai discuté avec un collègue qui est juriste dans mon bureau, c'était avant-hier, avec qui on a parlé certainement de ces sujets. Et il a certainement, lui, fait appel au fait que la Cour peut être incompétente, mais ça reste maintenant au ministère public de démontrer à travers soit une jurisprudence ou soit les autres sources de droit que cela est faux. Aussi longtemps que, parce qu'il y a eu une remise, aussi longtemps, nous attendons à la prochaine, alors si il y a confirmation
Donc, en réalité, le dossier va quitter la Cour constitutionnelle. Mais jusque-là, à ma connaissance, je sais que le Premier ministre honoraire est en train d'être jugé pour des actes commis alors qu'il était encore Premier ministre. Et en tant que Premier ministre, son juge, c'est la Cour constitutionnelle. Beaucoup de messages, Michel Michoma, vous êtes apprécié par beaucoup de gens qui nous écrivent. Et ce soir, faute de temps, je suis contraint de vous dire infiniment un grand merci et solliciter notre rendez-vous très prochainement avec vous. Vraiment, on est disponible. Il s'agit là d'éclairer l'opinion et surtout en français facile. Français facile. En français facile pour parvenir à se faire entendre et puis parvenir à lever certains équivoques, certainement sur les questions principales qui pointent à l'horizon. Je remercie tout le monde, tout celui qui a pris son temps de nous suivre et je pense que je serai dispo pour la prochaine occasion qui nous sera offerte. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes analyste socio-économique et assistant à l'UPN. Le 12 novembre de chaque année est décrété une journée dédiée à la base de l'UDPS qui avait rappelé à l'ordre celui qui était son président d'antan, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de retirer sa signature faisant de Martin Fayoulou candidat commun de l'opposition. Ce soir, je reçois Flori Boitouka. Il est de l'UDPS avec qui nous allons nous entretenir. Le 12 novembre, c'est vendredi, Jean-Marc Kabunda, président ad interim de l'UDPS Tshisekedi, va s'exprimer à la base, qui sera présente demain à la permanence de l'UDPS qui se trouve à Limete. Flori Boitouka, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Vincent. Bonsoir à tous les Congolais partout nous suivre. Je profite de votre micro pour saluer l'initiative du parti qui est actuellement conduit par le président AI, l'honorable premier vice-président Jean-Marc Kabunda Kaboun, et de nous retrouver demain pour célébrer la journée de la base. Et de l'occasion, j'invite tous les combattants, combattantes d'être là, et surtout que c'est le président AI qui prendra la parole, qui a un message à donner. Qu'est-ce qui sera dit de nouveau? Vous savez, j'ai toujours suivi de tout près le président AI du parti, et il a toujours dit: nous avons maintenant le pouvoir, il faut le conserver le plus longtemps possible de manière démocratique. Et je crois qu'aujourd'hui l'UDPS n'est plus dans le combat de conquérir le pouvoir. L'UDPS est dans le combat de concevoir son pouvoir de manière démocratique le plus longtemps possible. Et puisque le président AI, Jean-Marc Kabunda Kaboun, s'adressera à la base demain, et je ne suis pas dans son esprit, mais puisque je suis de près au fait sa pensée politique, sa manière de conduire les affaires du parti, et j'ose croire que c'est une manière pour lui, une fois de plus, de réarmer. Pourquoi vous célébrez cette journée? C'est pour énerver Martin Fayoulou Madidi qui n'a pas un bon souvenir de cette journée? Non, mais vous savez, Fayoulou n'avait pas une base. Ah, c'est vous qui le dites? Fayoulou n'avait pas une base. L'UDPS s'est constitué une base depuis des années.
Vous savez, en politique, on ne vient pas du néant et puis on sort grand, non. Et il y a une histoire. Fayulu n'avait pas une base. Je ne suis pas venu pour parler de lui. Il faut plutôt rappeler au peuple congolais qu'avant que la délégation de l'opposition arrive à Genève, nous, à l'UDPS, nous avons déjà dit, lorsque nous étions au terrain de Triomphal, nous avons dit Fachi ou rien. Fachi ou rien, ça veut dire que même quand vous partez là-bas, tout ce que vous allez faire, de la manière dont les choses vont se passer là-bas, mais l'UDPS n'a pas un autre candidat, l'UDPS c'est Fachi ou rien. Vous savez, et la journée de demain... Vous n'aviez pas prêché la démocratie en son temps? Non, mais la démocratie c'est quoi? La démocratie c'est le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est ça en fait la base. Lorsqu'on parle de la base, c'est un échantillon de la communauté. Mais déjà, une frange des acteurs politiques avait porté leur dévolu sur Martin Fayulu. Votre base s'est inscrite en faux. C'était une façon d'émietter ce qui a été déjà décidé. Non, mais c'est Vincent. Vous savez, aujourd'hui, on ne va pas falsifier l'histoire. Vous savez, la semaine passée, même hier, il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Quand vous suivez l'ancien Premier ministre Mouzitou parler du président Fachi à l'époque. C'est-à-dire il était resté serein, logique dans sa philosophie. Lorsque lui dit, je ne sais pas porter au fait cette charge de boycotter la machine, parce que je ne vois pas l'alternative au cas où le pouvoir maintenait la machine. Il est resté, il a dit, l'IDPS ne va plus s'inscrire dans la logique des boycotts. C'était un avis d'un compatriote qui était libre de s'exprimer. Non, c'est une lecture. Vous savez, le président Fachi, c'est quelqu'un, lorsqu'il émet une réflexion sur le plan politique, il faudrait les prendre avec plus de considération. Non, chacun sa perception. Non, mais écoutez, lui, en fait, cette manière-là a démontré aujourd'hui qu'il est un félin politique. Il a démontré aujourd'hui qu'il faudrait tirer plus d'attention quand il dit quelque chose. Vous savez, M. Vincent, nous sommes arrivés en Afrique du Sud. Il y a eu beaucoup d'assises. Donc c'était en prémonition que le président Fachi parlait à l'époque, vous voulez dire? Non, il voyait déjà... Vous savez, même quand il vous parle de l'union sacrée, vous savez, il voit la société, il a cette manière de percevoir la société. Vous savez, nous sommes arrivés en Afrique du Sud, M. Vincent. Le président de la République actuelle, et il a été déjà plébiscité par ses pairs. Ah, ça c'est toujours l'IDPS qui parle de plébiscité. C'est l'histoire. On ne va pas changer. En Afrique du Sud, nous arrivons ici, l'ancien Premier ministre Mouzitou, il dit, malgré nous partons à Genève, notre candidat est connu. Notre candidat est connu. Et tout ce qui s'est passé à Genève... Mais c'était normal parce que l'UDPS était un grand parti d'opposition. Mais la grandeur de l'UDPS, c'est en termes de quoi? De quel principe? C'est cette base. Le combat porté par... Non seulement le combat. Le combat, en fait, avait déjà pris la place. Le combat a convaincu un bon nombre de Congolais et qui se sont adhérés dans, au fait, cette approche qu'a connue Papa Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Vous savez, lorsque nous arrivons à Genève, nous savons, vous savez, la politique, c'est un jeu de cartes. Il faut faire attention avec les jeux de cartes. Or, dans chaque parti politique, la force d'un parti politique, c'est sa base. C'est les militants qui composent les partis politiques. Or, lorsque nous, déjà, l'UDPS, on savait que dans tous les conciliabules politiques, il y a toujours des petits jeux. Et une fois au pouvoir, on oublie les militants. Non, qui vous dit ça? C'est faux qui vous dit ça. Oubliez, bon, je ne sais pas, le mot est employé par vous, je ne sais pas emprunter votre mot, mais je ne vois pas que la base est oubliée. Parce mais vous savez, en Galiema, il y avait des militants de l'IDPS qui passaient nuit à Belle Étoile parce qu'ils voulaient voir le président de la République afin qu'ils aient du boulot. Non, je me rappelle, il y a les combattants qui se sont mobilisés pour faire échec à une démarche à l'époque entreprise par M. Ngobila. Et comme la commune d'Ngalema est au fait à proximité de l'OIA, et les gens ont confondu au fait... une démarche alors anticonstitutionnelle. Non, c'est pas... Vous savez, lorsqu'on dit le pouvoir au peuple,
mon frère Vincent, le pouvoir au peuple, c'est-à-dire la décision revient au peuple. Aujourd'hui, vous ne voyez pas des clameurs publiques. Vous ne voyez pas des dénonciations. Flori Boitouka, merci beaucoup d'être passé. Ça n'est fini pour cet entretien. Vous allez retrouver vite fait Manuela Ingrid quitte Lungoy pour la grande messe des 19h pile. Je vous ai dit de ne pas nous quitter parce que l'actualité est en continu dans sa gibecière. Elle a beaucoup à dire. Madame et messieurs, cet entretien est terminé.